Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. L'objectif est de discuter aujourd'hui de la meilleure méthodologie appliquée pour bâtir un système de pilotage de la performance efficace. Donc, je vous présente très rapidement les intervenants. Donc, je m'appelle Nathalie Oyos, je suis directrice marketing chez Data Value Consulting et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Delphine Ritter, qui est directrice de la BU EPM au sein du cabinet de conseil. Bonjour. Donc ce webinaire, très rapidement, s'inscrit dans une série de contenus qu'on a créés autour du pilotage de la performance, notamment un premier webinaire autour de l'unification des processus budgétaires pour faire un gain d'agilité, qu'on a fait un petit peu plus tôt dans l'année, qui est disponible en replay sur notre site internet, et un livre blanc sur la stratégie EPM, donc le passage de la théorie à l'application, qui est également disponible sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, on en vient aux questions. Première question que je voulais te poser, Delphine. Donc, pour toi, quelles sont les évolutions du pilotage de la performance depuis ces dernières années? Qu'est-ce que tu constates? Alors, les dernières évolutions, il y en a toujours une qui est récurrente en fait, puisque ça a commencé comme ça, l'histoire de l'EPM, c'est que en fait, les contrôleurs de gestion, on avait un peu marre d'être réduits en fait à une force de production de chiffres, une production de tableaux, et donc ne pas avoir le temps d'analyser et surtout ne jamais être sûr de la stabilité de leur production, puisqu'il y avait beaucoup de ressaisies. Donc ça, c'est une problématique que l'on rencontre depuis 20 ans et ça continue toujours parce que tout le monde n'est pas outillé d'un EPM. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, l'EPM est vu comme un outil transverse à l'entreprise et donc transverse aussi à tous les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait commencé par une couleur très finance, puisque c'était souvent des processus de budget ou de forecast qui amenaient à s'outiller d'un EPM, ou alors une accélération de la clôture comptable. Et là, on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, on veut l'ouvrir sur des métiers comme la RH, sur la supply chain, le marketing, puisque en fait, pour avoir une meilleure qualité d'analyse, il faut aussi qu'on ne parle pas que d'euros, mais que l'on parle aussi opérationnel, métier, et donc que l'on intègre en fait des KPI qui permettent justement à toutes ces directions de pouvoir piloter correctement leur performance. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on passe du FP&A, Financial Planning and Analysis, au XP&A, puisqu'en fait, on va adresser toutes les données de l'entreprise, mais pas seulement. On ne va pas se réduire qu'à ces données-là, parce qu'en fait, une entreprise ne vit pas en autarcie, elle vit sur un marché. Ce marché peut être national et international, donc du coup, elle va aller chercher aussi des données à l'extérieur pour pouvoir se challenger par rapport à ça, ou se repositionner, ou prendre des décisions. Ça, on l'a vu aussi avec le Covid, où en fait tout le monde regardait voir s'il y avait des premiers signes dans les pays qui se sortaient du Covid, pour voir comment réagir et pouvoir être proactif et non pas réactif. Très bien, merci beaucoup. Deuxième question que je voulais te poser, effectivement, en écho à ce nouveau constat que tu fais sur le marché. Finalement, quel bénéfice est-ce qu'une entreprise va avoir à faire l'acquisition d'une solution de gestion de la performance d'entreprise en comparaison avec des fichiers Excel, en fait? Alors, le tableur Excel, c'est le premier outil utilisé par les contrôleurs de gestion. Ça, c'est sûr. Dès qu'on veut pouvoir faire une analyse, etc., c'est vrai qu'on utilisait Excel. Moi-même, je l'ai utilisé quand j'étais contrôleur de gestion. Le problème, c'est que en fait, Excel, c'est très souple, on peut faire ce que l'on veut, mais aujourd'hui, on veut de la donnée de qualité. Et donc, du coup, dans Excel, on ne peut pas justement avoir tous ces processus qui permettent de valider la donnée. Donc, on est toujours en ressaisie, on est toujours en train de faire des liaisons entre différents onglets. Donc, on perd beaucoup de temps dans la production et non plus dans l'analyse. Ce qui fait que généralement, toutes les règles de calcul que l'on a mis en place dans ces fichiers Excel, quand on les diffuse, on ne peut pas les protéger. Et donc, typiquement, les métiers peuvent aller changer une règle de calcul et du coup, le KPI que vous comparez avec une autre entité n'est plus le même, puisqu'en fait, il n'est pas calculé de la même façon. Donc, on n'est pas sûr de nos comparaisons.
C'est pareil, tout ce qui est restitution, en fait, vous êtes obligé de faire de la saisie pour produire vos fichiers de reporting, et puis après, vous êtes obligé de les restituer. Donc, vous êtes obligé de faire à la main tout ce qui est graphique, etc. Et à chaque fois que vous intégrez un nouveau produit ou une nouvelle entité, bref, à chaque fois que vous avez un nouveau item, vous êtes obligé de reprendre tous vos fichiers Excel et de le rajouter à la main. Donc, il peut y avoir des oublis, ça peut faire des décalages de formules, etc. Donc, du coup, on perd énormément de temps à produire ces fichiers de reporting. Aujourd'hui, on estime qu'on passe 3 à 5 jours par personne pour produire ces fichiers. Alors que si on acquiert un EPM, comme on va automatiser en fait l'alimentation des données du réalisé, et en plus du coup on va être sûr de la fiabilité et de la qualité, puisqu'on va pouvoir instaurer des contrôles, et bien du coup on passe à 0 jour, puisque en fait l'alimentation se fait la nuit. Et ce qui fait aussi qu'on peut avoir une accélération aussi d'alimentation de la donnée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé que d'être au mensuel, on peut aussi se faire de l'alimentation quotidienne. Et on a de plus en plus d'applications qui marchent comme ça, soit à la semaine, soit quotidienne. Ça dépend aussi des données que l'on veut mettre dedans. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé que des données financières, mais on a aussi parlé des données qui peuvent être sur les ventes. Tout à fait. Le gain sur le processus budgétaire et forecast est aussi très significatif. On l'a vu avec le Covid, les atterrissages, on en a fait pratiquement à la semaine. On n'était plus dans des gros processus trimestriels ou mensuels. Donc du coup, remettre à jour sans arrêt, pareil, toujours cette mécanique de fichier Excel, de reprendre le réalisé à date avec bien sûr toutes les erreurs de saisie qu'il peut y avoir, de vouloir faire des simulations, etc. Du coup, à chaque fois, il faut rentrer des formules de calcul. Avec un EPM, les données en fait, de référence sont déjà présentes puisque vous les avez déjà alimentées automatiquement. Donc, tout le réalisé, vous l'avez déjà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on communique des fichiers Excel, en fait, on ne peut pas sécuriser la donnée. C'est-à-dire que demain, moi, je peux te passer un fichier qui n'est que sur le marketing, mais toi, tu peux le transférer. Je n'ai pas le contrôle de ce que tu vas en faire de ces fichiers-là. Alors que dans un outil EPM, je donne accès en fonction du profil au droit sur lequel il a le droit de voir les données. Donc déjà, je sécurise toute l'accessibilité et aujourd'hui, c'est hyper important. Pareil, sur les règles de calcul, elles sont centralisées dans cet outil, donc je ne peux plus modifier la façon dont je veux calculer un KPI. Donc tout le monde a la même façon de calculer. Et aussi, ce qui est très important, et c'est là où on voit vraiment le gros avantage d'un EPM, c'est que tous les éditeurs fournissent des fonctionnalités. Donc, ce n'est pas du paramétrage, c'est vraiment des fonctionnalités pour faire de la simulation. On ne fait plus que de la collecte, parce que généralement, quand on fait des fichiers Excel, on collecte de la donnée, mais on n'a pas la simulation, on ne peut pas faire plusieurs versions, on ne peut pas faire plusieurs scénarios de ces mêmes versions. Donc là, on peut faire vraiment beaucoup de comparaisons. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et pareil, on n'a pas cet effet tunnel, hein, puisqu'en fait, quand vous envoyez vos fichiers Excel pour collecter l'information, tant que les fichiers Excel ne sont pas revenus, vous ne savez pas où en est votre budget ou votre forecast. Alors que dans un outil, au fil de l'eau, vous voyez à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau fin comme au niveau intermédiaire, au niveau agrégé de l'entreprise, vous voyez en fait où va votre budget, où va votre forecast. Et du coup, vous êtes beaucoup plus réactif. Là, moi, j'ai eu un client, c'était la première fois qu'il faisait son process budgétaire. Il m'a dit, c'est génial. D'habitude, j'attends 3 mois avant de voir qu'on est dans les choux au niveau du budget. Là, je peux le voir tous les jours. Et du coup, j'ai pu appeler les interlocuteurs et dire, là, il faut qu'on rectifie parce qu'on n'est pas du tout en lien avec la stratégie que l'on avait définie. Et ça, c'est méga important parce que du coup, on est très réactif. Et là, on se rend compte tout de suite qu'on a un gain, c'est-à-dire que pour un processus budgétaire comme un processus de forecast, on peut gagner entre 8 et 15 jours. Parce que là, la mise à jour qui nécessite un EPM quand on lance un process, elle est que d'une demi-journée, c'est-à-dire de regarder si on a bien toutes les personnes que l'on veut, tous les acteurs souhaités, et puis si jamais on veut rajouter une étape au processus ou si on veut faire une évolution. Donc le ROI sur les projets EPM, on arrive très vite à les mesurer, puisqu'en fait on arrive à réallouer le temps que l'on a dégagé, puisqu'en fait on ne produit plus les supports, on ne produit plus la production de données. En fait, on est là juste pour faire notre métier, c'est-à-dire analyser, faire des simulations, comparer, prendre des décisions. Et donc, du coup, tout le temps qui a été dégagé sur le fait qu'on ne produit plus, il est réalloué sur l'analyse ou sur d'autres tâches.
C'est un ROI qui se fait dès la première clôture quand on est en reporting, dès le premier processus budgétaire, dès le premier processus forecast. Très bien, merci. Et donc, du coup, tu évoquais en début de webinaire le fait que finalement le PM n'est plus uniquement dans le seul giron de la finance et s'applique à d'autres métiers. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus, de donner quelques cas d'usage ou des indicateurs? Souvent, on a remarqué, alors ça a commencé beaucoup avec la masse salariale, en fait, cette histoire. Parce que c'est vrai que quand on regardait un PNL, un compte de résultat, on voyait la ligne masse salariale. Puis alors, on la voyait évoluer. Mais alors, savoir pourquoi ça évoluait. Alors, généralement, il faut savoir que la masse salariale, surtout quand on est dans des services, comme nous, par exemple, une société de SN, c'est quand même un gros poste. Alors que ça descende, que ça monte, mais qu'on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas intéressant. Et quand on se retournait vers la RH, elle n'avait pas trop de projection là-dessus au niveau du budget. Donc, du coup, très, très vite, elle nous a dit, oui, mais moi, je parle en rubrique de paye, vous parlez en centre de coût. Alors déjà, ça allait pas. Et puis moi, je parle en salarié, vous parlez en compte comptable, quoi, bref. Du coup, on n'était pas du tout sur le même vocable. Donc, on a commencé à rajouter des modules RH où en fait, là, on retrouvait les matricules, donc les salariés, on retrouvait les rubriques de paye et on pouvait récupérer en fait tout ce qui était déjà présent dans l'outil de RP de paye avec déjà tout ce qui était possible en reprévision, puisque tout ce qui était 13e mois, tout ce qui était prime exceptionnelle, etc., et tout ce qui était déjà embarqué dans l'outil amont, on pouvait le récupérer. Et du coup, eux, ils n'avaient plus qu'à rentrer ce qu'on appelle les flux, les entrées et les sorties, et ça recalculait en fait la masse salariale. Mais du coup, on parlait bien dans leur langage. Donc, quand on voyait la masse salariale bouger, ils étaient capables de dire, oui, c'est normal, parce que là, à tel moment, on a gagné un peu plus parce que en fait, on a remplacé des personnes, mais comme ce sont des personnes un peu plus jeunes avec moins de seniorité, notre effet de Noria est meilleur. Et donc, ça expliquait la variation de cette masse salariale. Pareil avec les ventes, c'est bien de voir que ça monte et que ça descend, mais si on ne connaît pas tout ce qui est panier moyen, le nombre de clients, le chiffre d'affaires moyen que vous pouvez faire, ou alors si tout d'un coup ça dégringole parce qu'en fait vous avez une satisfaction client sur un produit qui n'est pas mesuré, là au moins vous pouvez le mesurer. Et c'est pareil, on peut projeter avec des actions pour voir comment remonter ces satisfactions clients et donc voir les coûts associés à cette campagne pour remonter en fait dans les sondages au niveau de la satisfaction client. Donc, on a ça partout, pareil sur la logistique. La logistique, c'est quelque chose, c'est pareil, on a besoin vraiment de se projeter. Et donc, tout ce qui est transport, stockage, stock, on l'a vu aussi avec le Covid, il y a un moment donné, les stocks diminuaient, surtout dans la grande distribution. Donc, il fallait bien piloter ces stocks pratiquement à la semaine. Et ces outils-là permettent en effet de le faire. Et du coup, on voit tout de suite l'impact sur le compte de résultat. Donc, dès qu'en fait, on fait une saisie dans un de ces modules, qui sont propres, tournés vraiment métier, on voit tout de suite l'impact sur toute la chaîne dans le PM. Et du coup, on le voit du compte de résultat. Et du coup, on peut redescendre jusqu'à l'information la plus fine. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une vision entreprise, on a une vision par métier, et après, on peut avoir une vision encore plus fine au niveau de l'analytique. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces exemples concrets. Donc, tu as parlé des bénéfices, des constats un petit peu, des changements, des évolutions sur le marché. Une fois qu'on sait qu'on veut mettre en place une application EPM, finalement, quelle question est-ce qu'il faut se poser avant de démarrer son projet, selon toi? Alors, c'est souvent ce qu'on me demande. Alors, en fait, comme on a vu, le PM, c'est assez large, en fait. Avant, c'était facile. On me disait, voilà, je veux lancer un processus de budget, je veux savoir combien je vais perdre ou gagner des euros, je veux faire des nouveaux investissements, fusion-acquisition. On était dans le domaine financier, c'était assez simple. Aujourd'hui, on dit, ah non, je veux pouvoir discuter aussi avec mes opérationnels, je veux qu'ils se sentent concernés, je veux qu'ils adhèrent au processus. Donc là, du coup, il faut faire un plan parce que bien sûr, on ne peut pas tout livrer d'un coup. Parce que déjà, on aurait un effet tunnel épouvantable, mais c'est surtout qu'en plus, il faut voir les interactions entre les différents métiers pour qu'après, la pyramide se construise correctement. Donc, il faut savoir quel sujet on veut couvrir à court, moyen et long terme. Après, pour avoir l'adhésion des personnes, il faut tout de suite voir où est-ce qu'on va créer la valeur, où est-ce qu'on va gagner en analyse, où est-ce qu'on va gagner en performance de simulation. Donc, il faut aller voir chaque métier, comprendre comment il fonctionne et surtout
surtout, et ça c'est l'erreur qui est toujours faite, c'est qu'on a défini en fait une équipe projet et en fait elle va réfléchir pour tout le monde. Non, faut aller voir les métiers, comment ils pilotent, comment ils sont organisés, pour pas prendre des décisions de modélisation qu'après on regrettera. Typiquement, là, moi, j'ai un cas où on m'a demandé 2 axes d'analyse organisationnelle, parce qu'il y avait une façon de s'organiser en département comptable et une façon plutôt en unité opérationnelle. On leur a dit, généralement, on ne fait pas les deux, on fait l'un ou l'autre. On nous a dit, si, on sait que pour tel, ça sera unité opérationnelle. Ça a complexifié l'outil, ça a coûté très cher en mise en œuvre, et aujourd'hui, l'application, ça fait plus d'1 an qu'elle tourne, et on s'est rendu compte que cet axe n'était pas utilisé par les opérationnels. Donc, voilà, ça permet d'éviter ces écueils-là. Donc ça, c'est très important. Ce qui est aussi important, c'est qu'un projet, ça prend du temps aussi. Donc, ça va prendre du temps à des personnes. Mais ces personnes, elles ne font pas que du projet. Elles ont aussi des tâches récurrentes. Donc, il faut bien réussir à réorganiser son travail, parce que forcément, on ne peut pas leur enlever toutes les tâches récurrentes, mais il faut aussi dégager du temps pour ça. Donc, le projet, il faut faire aussi son planning, voir la disponibilité des gens, et ça, c'est important. Donc ça, c'est aussi avant, parce qu'il faut y réfléchir, pendant la mise en œuvre de l'application, mais aussi après. Parce qu'il y a la conduite du changement, elle ne s'arrête pas le jour où on a branché l'appli et on l'a mis à disposition. Il y a aussi du temps à passer auprès des utilisateurs, animer la communauté, être très réactif pour si jamais il y a besoin de corriger 2-3 choses, parce que forcément, on a beau avoir fait toutes les recettes, on fait des recettes à 50, 60 personnes maximum, mais quand vous avez 300 personnes qui jouent avec l'outil, il y a des choses peut-être qu'on n'aura pas vues. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et aussi, bien savoir où on en est au niveau de notre donnée. Est-ce qu'elle est de qualité? Où est-ce qu'on la trouve? Est-ce qu'elle est disponible aussi? Parce que des fois, on me dit, ah mais si, moi j'ai ça dans Excel. Ouais, sauf que la donnée, elle a 3 mois et elle n'est plus très à jour. Donc ça, c'est aussi important. Et aussi, au niveau du budget et du forecast, souvent les clients me disent, voilà, je fais comme ça, voici mes fichiers Excel. Alors non, on ne va pas faire comme ça, on ne va pas reprendre Excel, parce que là, vous allez acquérir en fait un outil EPM qui a beaucoup de fonctionnalités, et donc du coup, vous allez repenser ces processus. Je comprends. Et du coup, cette phase amont, elle dure combien de temps généralement? Alors, il n'y a peut-être pas de règle, mais alors, généralement, c'est pas l'acquisition, le développement, le paramétrage, etc. Il faut vraiment faire des ateliers avec les métiers. Il faut vraiment. Oui, il faut avoir fait des ateliers avec les métiers, surtout ne pas avoir réfléchi en vase clos. C'est-à-dire que si vous voulez avoir l'adhésion, avoir de la qualité dans les données et dans les simulations, il faut avoir échangé avec les métiers, être déjà bien au clair sur ce qu'il faut faire. D'accord, je comprends. Un projet EPM, généralement, c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an? Alors, si on le fait par petits modules, on peut avoir des modules très vite, tout dépend du périmètre. Un module de reporting, en 3 mois, c'est assez vite mis en œuvre. Mais généralement, oui, c'est 6 mois. 6 mois pour avoir quelque chose. Maintenant, si on veut couvrir tout le périmètre, c'est-à-dire tous les métiers, là, on est sur 18 mois plutôt. Entre 18 mois et 2 ans. Et tu conseilles de commencer par quel métier, du coup, finalement, si on veut mettre en place un logiciel de XP&A? Peu importe, en fait, il n'y a pas de règle. Le but, c'est de savoir où est-ce qu'on veut. Et bien, alors là, c'est en effet aussi le talent et l'expérience de l'intégrateur qui va vous faire la modélisation la plus évolutive possible, et surtout qui connaissent bien le logiciel que vous avez choisi. Très bien, ça marche. Écoute, merci beaucoup pour ces informations, c'était hyper clair. Donc du coup, effectivement, on s'est posé les questions, on se lance dans son projet, et à un moment donné, il faut choisir justement le meilleur logiciel qui va convenir à mes besoins. Qu'est-ce que tu nous conseilles dans cette phase de choix d'outils? Déjà, on est, comment dire, on a un ADN, on a une façon de travailler, donc on est une entreprise, on est une identité. Donc, c'est pas parce que votre concurrent a choisi cette solution-là qu'elle va vous aller. Donc, parce que vous n'avez pas peut-être forcément les mêmes méthodes. Donc, voilà. Donc, en fait, pour chaque entreprise, elle est organisée d'une certaine façon, elle a ses métiers. Donc, il faut choisir son EPM en fonction de ça.
Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, et ça, je le rappelle souvent, parce que souvent, c'est des décisions qui sont prises par les métiers, un peu moins par la DSI, et il faut tout de suite l'associer. Parce qu'en fait, votre PM, c'est une solution où il va y avoir beaucoup de données, et des données très confidentielles, parce qu'il y a des données stratégiques, il y a quand même vos budgets, vos forecasts, des données de réaliser. Et là, comme on parle de tous les métiers, on a en fait toute l'histoire de votre entreprise. Donc, il faut quand même la protéger. Et aujourd'hui, on n'est plus en client-serveur à l'intérieur d'une entreprise. On est vraiment sur du NTR, donc on va avoir du cloud, on va avoir des modes SaaS, on va tout avoir. Et donc, il faut aussi dialoguer avec les applications existantes et puis les applications futures. Donc, les normes, la sécurité, ça, faut le prendre en compte parce que, en fait, votre solution OPM doit s'intégrer dans le schéma directeur proposé par le DSI. Surtout aujourd'hui, on voit bien, il faut aussi que ça soit RGPD, on répond à la CNIL, ça en France on a l'habitude, mais on a aussi toutes les normes et on a vu aussi avec l'explosion du télétravail, toute la digitalisation, que les personnes n'étaient plus connectées au sein de l'entreprise, mais étaient connectées par leur box chez eux en télétravail. Donc là, c'est pareil, les firewalls ont été renforcés, etc. Donc si on ne veut pas se faire hacker, c'est aussi important de mettre un accent sur cette sécurité-là. Donc là aussi, c'est vraiment un pan qu'il ne faut pas oublier. Sur l'alimentation de la donnée, c'est pareil, il y a des référentiels. Souvent, on me dit « Ah, il n'y a pas de souci, j'ai plein de mapping, je sais faire, etc. » Ah, oui, mais là, en fonction de la solution que vous allez choisir, il y a des solutions qui vont vous proposer ce qu'on appelle des ETL, donc c'est ces outils qui vont vous permettre d'extraire l'information, de la transformer, donc faire vos mappings et la charger dans l'application. Et donc appliquer toutes les règles que vous voulez faire pour transformer cette donnée avant de l'exploiter dans votre PM. Si votre donnée est déjà nickel, vous pouvez choisir un autre outil. En revanche, si vous savez déjà que ce soit vos données ou vos référentiels, vous avez besoin de faire ça, il faut choisir un outil qui a déjà un ETL propre. Ça, c'est clair et net. Ou alors, disposer déjà de cet outil-là au sein de votre entreprise. Mais ça veut dire aussi que cette part de projet, il ne faut pas oublier de la chiffrer. Pareil, au niveau de l'analyse, c'est quelle est la profondeur d'analyse? Alors ça, on me dit, c'est facile, j'ai ma vue entreprise, je vais descendre sur mes directions, je veux par produit, je veux par client, géographique, etc. Non, c'est aussi, je veux tracer ma donnée. Donc, est-ce que je veux redescendre au niveau le plus fin, c'est-à-dire à la facture, au compte comptable? Est-ce que je veux redescendre à l'opération marketing? Eh bien là, c'est pareil. Tous les outils ne vous proposent pas ce fameux drill through ou ce drill anywhere. Donc, là aussi, le chemin d'analyse, jusqu'où on veut aller dans un outil EPM, c'est important. Parce que parfois, on peut décider que l'EPM s'arrête à un niveau et que ce sera plutôt avec des outils de data vis que je redescendrai sur cette information. Donc ça, c'est aussi un choix à discuter avec la DSI. Ça, c'est très important. L'interconnexion aussi avec les autres outils, qu'ils soient en amont ou en aval. Donc, on a vu avec l'ETL, mais aussi, aujourd'hui, tout le monde parle de data vis. Donc, il faut aussi que votre solution EPM puisse dialoguer aussi avec ces solutions. Donc, en fait, la mise en œuvre d'une application EPM, ça ne va pas non plus se résumer qu'à la solution, qu'au choix, c'est un couple. Donc, c'est un éditeur, un intégrateur et peut-être aussi un trio avec une AMOA. D'accord. Donc, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir d'un côté la solution et puis se dire, l'intégration, il connaît. Non, il faut aussi voir l'expérience de votre intégrateur, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà proposé, ce qu'il a déjà packagé, ce qu'il a déjà sur étagère ou pas. Ça aussi, c'est important parce qu'on peut avoir le meilleur outil, mais si on a un intégrateur qui est très mauvais en conception, votre PM ne sera pas très bon. Oui, effectivement, c'est vrai que nous, on fait à la fois la MOA et à la fois l'intégration, mais parfois, ça peut être séparé. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut, alors, de toute façon, nous, comme tout le monde, dans les équipes EPM, la moitié du cerveau est métier et l'autre moitié, elle est technique. C'est la façon aujourd'hui dont tu as structuré tes équipes, d'ailleurs. Non, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et alors effectivement, sur l'aide au choix de l'outil, j'ai l'impression que t'es quand même beaucoup sollicité sur ce genre de mission. Donc j'imagine que beaucoup d'entreprises se posent la question. Oui, parce qu'en fait, il y a un coût, c'est évident, il y a un coût d'acquisition, puisque ce sont quand même des logiciels. Alors même si grâce
à des nouveaux pure players, les prix ont un peu descendu, c'était quand même des outils assez chers. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis c'est vrai que quand vous avez fait aussi une mission comme on a dit en amont, avant de vouloir choisir un outil EPM, on a réfléchi, donc on s'est fait accompagner, donc souvent de cabinets, et du coup il y a déjà un coût avant l'acquisition, et puis après il va y avoir un coût d'intégration. Donc, du coup, ce sont des projets voilà, qui se font en 3 phases. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on arrive au choix, on me dit « Ah, il faut serrer les prix », puis quand on arrive à l'intégration, il faut serrer les prix. Non, il faut rallouer quand même un juste équilibre. Parce que si vous ne mettez pas non plus le bon budget sur l'intégration, votre outil va être assez pauvre, en fait. Exactement. Et puis en plus, tu t'en discutais au démarrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un retour sur investissement qui va être fait. Ensuite, la première année, il y a forcément un coût assez consistant d'intégration et enfin voilà, de conseils pour préparer en fait. Oui, mais c'est pas de l'argent gâché, puisque en fait, on va avoir le résultat tout de suite. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un résultat qu'on va avoir au bout de 3 ou 4 ans. On le voit dès la première utilisation, et c'est ça qui est agréable. Et comme tout projet informatique, est-ce qu'il y a des projets justement EPM qui sont pas faits dans les prérequis un peu que tu expliques et du coup qui aboutissent pas? Ça peut exister aussi? Oui, ça arrive. Ça arrive que des projets s'arrêtent parce que justement, les utilisateurs finaux en fait arrivent au moment de l'ouverture de l'application et ne se reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas été du tout intégrés. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, on n'a pas choisi en fait dans l'équipe projet des représentants et qui permettent justement de rectifier le tir et de bien répondre aux besoins des opérationnels. Un EPM où il n'y a que de l'euro, je dirais aujourd'hui, c'était il y a 20 ans, 30 ans quand on a commencé. Aujourd'hui, non. On veut pouvoir, un directeur financier, il aime bien savoir pourquoi il y a des évolutions, et il aime bien, quand il s'adresse, ne pas parler que en euros, ne pas parler que de chiffres. Il aime bien aussi parler de KPI, d'actions, pour pouvoir décliner et suivre ses actions. Donc, il est quand même business partner avec les autres. Tout à fait. Ok, très clair. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, nous, on a un cabinet de conseil, on est plutôt agnostique, mais en tout cas, on a des alliances, des expertises technologiques. Si tu veux peut-être citer quelques logiciels de PM, justement, qui te semblent avec des fonctionnalités qui répondent justement à ce que demandent les clients aujourd'hui, quelques-uns. Aujourd'hui, on a 2 gammes. On a la gamme qui existait déjà avant, donc c'est plutôt grande plateforme où il y a eu plusieurs rachats, etc. Donc là, on pense surtout à Oracle, SAP, et puis IBM, où là, généralement, c'est plus des choix, on va dire, groupe, parce que l'investissement est quand même conséquent. Et puis après, on va avoir les pure players, comme eux, ils ne font que de l'EPM. Donc du coup, on va avoir du GDocs, du board. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs. Il y a aussi Anaplan aussi, qui a pas mal marché aussi. Mais voilà, après, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il y en a qui sont user-friendly très vite, mais si on a beaucoup de volume, ça va pas être ça, des volumes de données. Il y en a d'autres où si on veut faire du drill-through, ça va être plutôt une autre gamme. Donc c'est là-dessus en fait où nos missions d'aide au choix d'outils permet en fait de prioriser les fonctionnalités nécessaires à votre PM, et c'est comme ça qu'on arrive à faire le meilleur choix. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce complément d'information. Donc effectivement, sur la partie aide au choix d'outils, les questions à se poser avant le démarrage du projet. On démarre son projet. Pour toi, quelles sont les différentes étapes clés du processus et les prérequis quand on a décidé de démarrer son projet, qu'on le fait véritablement, quoi? Alors déjà, la chose à ne pas faire, c'est, on en a parlé. On a dit qu'il fallait réfléchir avant de lancer son projet, avant d'acquérir une solution. Donc en effet, il faut avoir toutes ces règles, tous ces processus bien clairs, et aussi bien connaître son patrimoine de données. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous vous dites « Ouais, on fera ça plus tard pendant la phase de spécification fonctionnelle », eh bien non, parce que vous n'allez plus avoir le temps de la réflexion. Parce que généralement, on nous demande d'intégrer ça en forfait. Donc, il y a un planning. Et cette pression de planning, elle est très lourde.
Et on a besoin de réfléchir, surtout quand on doit repenser complètement un processus budgétaire. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de temps en temps, enfin, nous, c'est ce que l'on fait, c'est qu'avant de commencer les spécifications fonctionnelles, on fait une étape de cadrage qui permet de dire, voilà, on va vous former tout de suite, on va vous donner les concepts en fait multidimensionnels, les quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, et on va repenser avec vous votre processus budgétaire ou forecast. Parce que comme ça permet aux futurs utilisateurs de dire « Ah oui, bah tiens, je pourrais faire comme ci, comme ça ». Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je l'ai fait la première fois qu'on l'a fait, et c'est là où on a vu tout de suite le gain incroyable, c'est qu'en fait, moi, j'avais un directeur général qui m'a dit « Jamais mes responsables de crèche ne se connecteront ni au reporting et n'arriveront pas à faire leur budget ». Pareil pour son ADV, pareil pour ses commerciaux, etc. et tout. Aujourd'hui, tout le monde est connecté à l'outil, que ce soit pour le reporting, que ce soit pour le budget. Parce que justement, la responsable du projet, donc qui était une responsable de contrôle de gestion, a dit « On va aller voir comment ils travaillent ». On a regardé et on a fait du sur-mesure. Et du coup, aujourd'hui, elle a une qualité et une rapidité dans ses forecasts qui est extraordinaire. Et on a toutes sortes de populations. Donc, ce ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de jouer avec des euros. Là, on parle bien de métier. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment cette phase-là. Après, les interfaces souhaitées, il faut vraiment bien les définir, voir si on va utiliser un outil de data vis, surtout pour donner une certaine autonomie aux utilisateurs dans leur façon de faire du reporting, de faire des analyses ad hoc, etc. Ce sont des outils très, très légers et très sympas et très user-friendly. Et pareil, comment on peut redescendre, parce que souvent on me dit « Ah mais moi j'ai tel ERP, j'ai besoin aussi de redescendre mon budget et mon forecast dedans ». Donc c'est vrai que les connecteurs sont très intéressants aussi là-dessus. Là, pareil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est modalité d'échange, justement pour que tous les flux qui sortent et qui rentrent de cet outil EPM soient bien sécurisés. Et ça, c'est très, très, très important. Et on l'a déjà dit, l'équipe projet. Voilà, bien définir un sponsor, bien définir un chef de projet et les key users. Les key users ne sont pas que des financiers, et on va aussi avoir dans les métiers. Et bien sûr... L'équipe projet du côté du client et derrière avoir la bonne équipe projet aussi du côté de l'intégrateur, la partie MOA. Tout à fait, tout à fait. Mais souvent, il faut que côté client, pour bien vendre et bien accompagner cette mise en place, il y a une appropriation. Et donc, c'est vrai que nous, de plus en plus, et on le fait tout le temps, et c'est quelque chose qui rencontre un grand succès, c'est qu'en fait, pendant le projet, comme on a formé les personnes avant de démarrer le projet, en fait, ils contribuent à la création. Et donc, ils comprennent pourquoi on a fait telle chose et pas autrement. Et donc, du coup, le modèle est approprié, en fait, par notre client. C'est pas une boîte que je fournis et puis après, je m'en vais. Et si vous avez besoin de quelque chose, il faut me rappeler. Ils sont autonomes, ils sont aussi jugés partis et ils sont capables, au moment de la conception, de dire ça, je suis d'accord, ça, non, mais pourquoi on fait comme ça, etc. Et donc, il y a un vrai échange. Ok. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On sent que c'est concret et que tu as beaucoup de retours d'expérience en la matière. Et merci pour vraiment avoir expliqué toute cette démarche. Dernière question pour ouvrir un petit peu justement sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Est-ce que tu identifies certaines évolutions auxquelles on doit s'attendre dans les 5-10 prochaines années à venir sur la partie UPM? Alors oui, il y en a, c'est pas un secret, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin que ça soit des simulations de plus en plus rapides. Donc avant, on utilisait l'EPM, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de processus bien identifiés, le budget, les forecasts trimestriels ou le rolling forecast tous les mois. Aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, non, j'ai besoin aussi de faire des simulations, donc à tous les niveaux, donc ça peut être sur un métier, ça peut être au niveau de l'entreprise, j'ai besoin de me créer un scénario très très vite et avoir ça en 1 ou 2 heures. Donc avoir mes impacts, avoir mes atterrissages. Donc c'est là où on a vu qu'il fallait monter un peu d'un cran sur les simulations et proposer des choses assez vite au travers des KPI, des règles d'allocation, pour sortir des comptes de résultats ou aussi pour sortir tout de suite un impact sur le cash. Ça, c'est le cash. On a vu, ça doit être piloté pratiquement tous les jours. Donc ça, c'est très important. Après, on l'a vu aussi, c'est que on n'est plus axé que sur nos données financières, on est axé sur toutes les données de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur.
Donc, on veut un pilotage 360. Je ne veux pas qu'un pilotage tourné sur mon entreprise, je veux mon pilotage de mon entreprise sur le marché. Et donc, tout ce qui se passe sur le marché, je veux pouvoir le mettre en impact aussi sur mes simulations ou aussi sur mes analyses. Et aujourd'hui, comme on l'a vu, le directeur financier au début était un peu la tour de contrôle. Après, il est devenu le business partner avec les autres métiers. Et aujourd'hui, il s'étend un peu, puisqu'en fait, comme il a l'habitude justement d'aligner plein de processus transverses à l'entreprise, on commence de plus en plus à le voir sur la finance verte. Mais la finance verte, ce n'est pas que le coût financier, c'est aussi tout ce qu'on va, le RSE, tout ce qui est ESG aussi, tous ces reportings-là. C'est-à-dire qu'après le capital financier, le capital d'investissement, le capital humain, et bien maintenant, on va avoir le capital en fait, du développement durable. Donc, c'est ça qui est important, c'est de voir aussi l'impact qu'on va avoir sur la planète. Et donc, du coup, tout ce qui va être mis en place et pouvoir le suivre pour voir si on est performant aussi sur notre impact écologique. Donc, on a vu aussi l'impact sur le bien-être au travail, donc au niveau du capital humain, comment en prendre soin. Et du coup, on voit bien qu'on est très, très loin de ce capital humain qui était réduit à la ligne du PNL masse salariale. Aujourd'hui, on veut fidéliser les gens, on veut fidéliser nos collaborateurs, on fait aussi attention à tout ce qui est risques psychosociaux, on veut aussi intégrer tout le monde. Donc, il y a aussi de plus en plus au niveau social, intégrer des personnes qui ont des problèmes de surdité ou des malvoyants ou d'autres, alors j'aime pas le mot handicap, mais d'autres différences, on va dire, et on veut intégrer tout ce monde-là dans l'entreprise. D'accord. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Tendance à suivre. Donc, merci à tous pour ce webinaire. Je vais présenter très rapidement Data Value Consulting. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et d'intégration spécialisé sur tous les sujets de la data, donc le pilotage de la performance qui utilise la donnée, qui valorise la donnée, mais aussi tout autre projet à la fois de stratégie, d'intégration de solutions et de valorisation, data science et autres mise en place de cas d'usage qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, on accompagne nos clients publics et privés sur toute la chaîne de valeur de la donnée, du conseil, stratégie, cadrage, AMOA, à la mise en œuvre des projets, leur intégration, ainsi que leur valorisation à travers des outils de data visualisation et autres. Quelques chiffres, donc on a un groupe à la croissance soutenue, on est champion de la croissance depuis quelques années. 20 millions de chiffre d'affaires, 7 ans d'existence, on est à peu près 250 collaborateurs, et puis voilà, une centaine de références, notamment chez des acteurs privés et publics, comme je l'ai dit, à peu près 60% de nos projets qui sont réalisés au forfait. Et voilà, des expertises fortes sur la partie EPM, donc on en parle aujourd'hui, mais également Business Intelligence, Big Data, une partie innovation, on a un cabinet agréé CIR, et la partie architecture, c'est le conseil. Donc voilà, sur la présentation du groupe, on a un certain nombre de ressources disponibles sur la partie EPM, comme on l'a évoqué en début de webinaire, mais également sur la partie data de façon un peu plus généraliste. Donc voilà, il y a des livres blancs notamment qui sont à votre disposition sur la qualité des données, sur le data management, sur les mobiliers et autres sujets qui sont liés à la valorisation de la donnée. Donc, je vous remercie tous. Merci beaucoup Delphine pour ta présence à ce webinaire. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions complémentaires. Et quoi qu'il en soit, voilà, on reviendra vers vous également pour vous proposer le replay du webinaire. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée, au revoir.